On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Mais pour moi, ils sont devenus des miroirs, reflétant une vérité que je ne voulais, voir. C'était un mardi matin. Un mardi comme les autres. L'odeur du café frais flottait lourdement dans notre appartement parisien, un réconfort familier. Dehors, la ville s'éveillait, un doux bourdonnement s'élevant des rues pavées. Mon mari, Antoine, était assis en face de moi à la table de la cuisine, la main tendue vers un croissant. Le journal était plié à côté de son assiette, une grille de mots croisés à moitié terminée l'attendait. « Tu sais, » avait-il dit, une miette accrochée à sa moustache, je me disais qu'on devrait enfin faire ce voyage en Bretagne. Voir ces vieilles pierres, respirer l'air marin. J'ai souri, une chaleur m'envahissant. La Bretagne a l'air charmante, ma chère. Mais d'abord, finis ces mots croisés. Il te fixe depuis une semaine. Il gloussa, un son bas et grondant qui avait été la bande sonore de ma vie pendant plus de 40 ans. Puis, sa main se figea, à mi-chemin de sa bouche. Ses yeux, habituellement si pleins de vie, s'écarquillèrent d'un tout petit peu. Un léger halètement s'échappa de ses lèvres, à peine un murmure. Et puis, plus rien. Il bascula simplement, doucement. Comme un arbre fatigué qui s'abandonne au vent. Sa tête reposa contre le carrelage frais du mur de la cuisine. Le croissant glissa de ses doigts, atterrissant silencieusement sur le parquet ciré. Le monde s'arrêta. Le bourdonnement de la ville s'estompa. L'odeur du café devint âcre. Je me souviens du silence. Un silence profond, assourdissant, qui engloutit tout. Je me souviens avoir tendu la main vers lui, mes mains tremblantes en touchant sa joue. Il faisait déjà frais. Trop frais. J'ai murmuré son nom. Antoine. Antoine. Pas de réponse. C'était soudain. Trop soudain. Un invité brutal et non invité déchirant le tissu de notre vie tranquille. Un instant, il était là, planifiant des voyages, me taquinant à propos de mots croisés. L'instant d'après, il avait disparu. D'un coup. Un souffle. Puis, plus rien. J'ai appelé les ambulanciers. Leur voix était calme, professionnelle, mais leurs yeux exprimaient une pitié familière. Ils vérifiaient, prononçaient leurs paroles à voix basse. « Madame, je suis vraiment désolé. Il est parti. » Parti. Le mot résonnait dans le vide qu'il laissait derrière lui. Un gouffre s'est ouvert en moi, vaste et froid. Je me suis assise là, par terre, à côté de lui, longtemps après qu'ils aient emporté son corps. Le soleil a commencé à percer à flots par la fenêtre de la cuisine, soulignant les grains de poussière qui dansaient dans l'air, le journal non lu, le croissant tombé. C'est plus tard dans la matinée que j'ai appelé notre fils, Adrien. Notre enfant unique. Je m'attendais à une inquiétude immédiate, à une ruée vers moi. J'étais à vif, je saignais de l'intérieur, et j'avais besoin de lui. Maman? Sa voix était plate, détachée, lorsqu'il a finalement répondu. Tout va bien? Adrien, ma voix s'est brisée, votre père, il est parti. Il est décédé ce matin. Un instant de silence. J'attendais le sanglot étouffé, l'incrédulité stupéfaite, les mots de réconfort. À la place, j'ai eu droit à un soupir. Un son dédaigneux et impatient. « Oh, maman » a-t-il dit, comme si je l'avais dérangé. « Vraiment? Aujourd'hui? C'est l'anniversaire de Sophie, tu sais. On a réservé pour le brunch. » Sophie, sa femme. Sa femme parfaite, exigeante. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Un coup de poing dans le ventre. L'anniversaire de sa femme. Le brunch. La mort de son père. Mon chagrin. Le monde a basculé. J'ai senti une terreur glaciale s'installer au plus profond de moi. Ce n'était pas que de l'indifférence. C'était quelque chose de plus froid. De plus tranchant. Adrien, ai-je réussi à dire d'une voix à peine murmurée. Ce n'est pas n'importe quel jour. C'est ton père. Ton père est parti. Je comprends, maman, a-t-il dit, toujours sur ce ton neutre. Mais on peut reprogrammer les funérailles, non? Sophie est très exigeante avec ses projets d'anniversaire. J'ai raccroché. La main tremblante, j'ai délicatement reposé le téléphone sur son support. Les larmes que je croyais avoir déjà versées sont revenues, brûlantes et cuisantes. Mais cette fois, elles étaient différentes.
Elles n'étaient pas seulement pour Antoine. Elles étaient pour le poids écrasant d'une trahison que je commençais à peine à comprendre. Cette prise de conscience était lente. Un frisson rampant s'est installé en moi, remplaçant la chaleur du chagrin par la froideur du choc. Les funérailles ont été silencieuses. Trop silencieuses. Quelques vieux amis, des parents éloignés. Antoine méritait mieux. Il méritait une salle remplie de gens qui l'aimaient, qui le respectaient. Mais Adrien n'était pas là. Bien sûr que non. Il était au brunch. En fait, debout près de la tombe, je regardais le cercueil être descendu, une silhouette solitaire vêtue de noir, le cœur lourd comme un plomb dans la poitrine. La douleur vive de la perte était aggravée par le goût amer de l'abandon. Mon propre fils. Ma chair et mon sang. Il avait choisi. Il avait mal choisi. Les jours qui suivirent, le silence de l'appartement me rappela sans cesse l'absence d'Antoine. Et d'Adrien. Je traversais les pièces, touchant ses affaires. Sa vieille pipe sur la cheminée, sentant encore légèrement le tabac cerise. Son fauteuil en cuir usé, portant encore l'empreinte de son corps. Chaque objet un souvenir. Chaque souvenir une nouvelle douleur. Puis, un après-midi, alors que je rangeais son bureau, un petit journal relié en cuir usé a attiré mon attention. Il était rangé, caché sous une pile de vieilles cartes. Antoine avait toujours été méticuleux, organisé. Cela ne lui ressemblait pas. Un nœud de malaise a commencé à se former dans mon estomac. Je l'ai ouvert. Les premières pages étaient assez innocentes, des notes sur le jardinage, des projets de futurs voyages, une recette de sa bouillabaisse préférée. Mais ensuite, l'écriture a changé. Elle est devenue plus serrée, plus urgente. Et les entrées ont changé. Elle parlait d'argent. De grosses sommes. De virements. À Adrien. Et Sophie. Mon souffle s'est arrêté. Antoine avait toujours géré nos finances. Je lui faisais une confiance aveugle. Nous avions discuté de tout. Du moins, c'est ce que je pensais. Ces entrées, elles parlaient de sommes importantes, envoyées régulièrement, sur plusieurs années. À mon insu. Je feuilletais les pages, mon cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Chaque entrée était un nouveau coup. Une vie cachée, une générosité secrète qu'il m'avait cachée. Pourquoi? Puis, je l'ai trouvée. Nichée à la dernière page, une lettre. Décellée. Non envoyée. Adressée à Adrien. Mes mains tremblaient en dépliant le papier. L'écriture familière d'Antoine, mais cette fois, gravée d'une douleur que je ne lui connaissais pas. Mon cher Adrien, commençait-elle, j'écris ceci le cœur lourd, brisé par tes choix. J'ai trop longtemps observé Sophie et toi abuser de notre amour, de notre générosité. L'argent, il était censé aider, pas permettre une vie de prétention. Je vois comment tu traites ta mère, comment tu la rejettes. C'est insupportable. J'avais espéré que tu trouverais ta propre voie, que tu construirais ta propre vie, mais tu es devenu un étranger, consumé par la cupidité et le désir de ce qui ne t'appartient pas. Les mots se brouillèrent à travers mes larmes. Antoine l'avait vu. Il l'avait su. La trahison n'était pas seulement la mienne. C'était aussi la sienne. Il avait essayé d'aider notre fils, de le soutenir, et cela avait été déformé, exploité. Et il avait souffert en silence. Tout comme moi. Ta mère, elle mérite tellement plus. Elle mérite ton respect, ton amour. Pas cette froide indifférence. Je m'inquiète pour ton avenir, Adrien. Je m'inquiète pour Émilie, notre petite fille. C'est une lumière vive, une âme précieuse. Je prie pour qu'elle n'hérite pas de cette obscurité, de cette faim insatiable qui te consume. La lettre se terminait par un appel à reconsidérer son chemin, à revenir aux valeurs que nous avions essayé de lui inculquer. Mais il ne l'a jamais envoyée. Pourquoi? Était-ce de l'espoir? De la peur? De la honte? Cette prise de conscience m'a frappé avec la force d'un raz-de-marée. Antoine avait essayé de me protéger, de me soustraire à la pleine mesure de la véritable nature d'Adrien. Et il était mort avec ce secret, ce fardeau qui pesait sur lui. Le chagrin, qui avait été une douleur sourde, s'est transformé en une résolution furieuse. Ce n'était plus seulement du chagrin. C'était de la colère. Une colère incandescente et vertueuse a consumé les derniers vestiges de ma victimisation. Je n'étais pas seulement une veuve endeuillée. J'étais une survivante.
Et je ne laisserai pas l'héritage d'Antoine, son sacrifice silencieux, être vain. Les semaines suivantes furent un tourbillon de documents juridiques, d'appels téléphoniques et de conversations feutrées avec des avocats. J'avais toujours été discrète, me contentant de laisser Antoine gérer les aspects pratiques de la vie. Mais maintenant, quelque chose a basculé. Une colonne vertébrale d'acier s'est formée là où une colonne vertébrale souple s'était formée. Mon premier geste a été d'assurer l'avenir d'Émilie. Notre petite fille. La lumière des yeux d'Antoine. La seule lueur d'espoir dans cette tragédie en cours. J'ai établi une fiducie légale, plaçant tous les biens d'Antoine, tout ce pour quoi nous avions travaillé, à son nom. Adrien et Sophie ont été déshérités. Complètement. Chaque franc, chaque tableau, chaque propriété, tout pour Émilie. C'était un geste délibéré et calculé. Un bouclier pour elle, une conséquence pour eux. Lorsque la nouvelle leur est parvenue, la tempête a éclaté. Les appels téléphoniques commencèrent. Injurieux, venimeux. La voix de Sophie, d'habitude mielleuse, devint stridente, teintée de fureur. « Comment as-tu pu, maman » hurla-t-elle, sa voix résonnant dans le téléphone. « Après tout ce qu'on a fait pour toi. On est ta famille. On mérite cet argent. » Ces mots retournèrent le couteau dans la plaie. Fait pour moi? Il n'avait rien fait d'autre que prendre. Adrien, quant à lui, était plus froid, plus manipulateur. Maman, tu n'as clairement pas les idées claires. Tu es en deuil. Sophie et moi, on peut t'aider à gérer les choses. C'est une erreur. Une terrible erreur. Il essaya de me manipuler, de me faire douter de ma propre santé mentale. Mais la lettre, celle d'Antoine, était gravée dans ma mémoire. C'était mon encre dans cette tempête de manipulation. Ils menacèrent de poursuites judiciaires. Menaces incessantes de poursuites, de traîner mon nom dans la boue, de contester le testament. Ils tentèrent de m'isoler, disant à mes proches que j'avais perdu la tête, que le chagrin m'avait déstabilisé. C'était une guerre psychologique. Ils étaient doués. Ils s'étaient exercés sur Antoine, le privant peu à peu de sa sérénité. Je tenais bon. J'ai pris ma décision, disais-je d'une voix ferme, et elle est définitive. Je n'avais jamais été un combattant. J'avais toujours privilégié la paix et l'harmonie. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas qu'une question d'argent. Il s'agissait de justice. D'honorer Antoine. De protéger Émilie. Je me battais pour un héritage, pas pour une fortune. Émilie avait 12 ans à l'époque. Une enfant calme et observatrice, avec le regard bienveillant de son grand-père. Elle s'asseyait avec moi le soir, dessinant dans son carnet, parfois me tenant simplement la main. J'essayais de la protéger de la laideur, des querelles et des menaces incessantes de ses parents. Mais les enfants, même les plus jeunes, sentent les choses. Ils absorbent les non-dits. Un après-midi, j'étais au téléphone avec mon avocat, discutant de la dernière menace juridique d'Adrien et Sophie. Ma voix était lasse, mais résolue. J'ai entendu un léger clic dans le couloir. J'ai levé les yeux et j'ai vu Émilie s'éclipser rapidement, sa petite tablette serrée dans ses mains. Je n'y ai prêté aucune attention sur le moment. Les semaines se sont transformées en mois. Les batailles juridiques se sont ennuyées. Elles étaient épuisantes, émotionnellement et financièrement. Mais je ne reculais pas. Je ne pouvais pas. La confiance d'Antoine, sa douleur, reposait sur mes épaules. Puis, un soir tranquille, Émilie est venue me voir. Elle était pâle, les yeux écarquillés. Elle m'a tendu sa tablette. « Grand-mère » a-t-elle murmuré d'une voix à peine audible, « je pense que tu devrais voir ça. » J'ai pris la tablette, les sourcils froncés d'inquiétude. Elle les avait enregistrés. Ses parents, Adrien et Sophie, se disputant. Leur voix était aiguë, cruelle. Ils parlaient de moi. Ils parlaient d'argent. Elle vieillit, a sifflé Sophie, la voix pleine de mépris, elle finira par craquer. Elle ne pourra pas nous combattre éternellement. Ce n'est qu'une vieille femme. Tout est à elle, Adrien. La voix de Sophie était empreinte de désespoir. Tout cet argent. Il devrait être à nous. Ton père a été un imbécile de le lui confier. Et puis, la réponse glaçante d'Adrien, froide et calculée. Il faut juste insister, Sophie. La rendre malheureuse. La faire abandonner.
Elle est sentimentale. Elle craquera. Comme toujours. Mon sang se glaça. Il me voyait comme un pion. Une vieille femme faible à manipuler, à briser. Mais ce qui me brisa vraiment, c'était la cruauté désinvolte dans leur voix, leur manque total d'humanité. C'était la confirmation des pires craintes d'Antoine. Émilie en avait enregistré davantage. Ses parents la forçaient, la mettaient sous pression pour qu'elle me parle, pour essayer de me convaincre de changer d'avis. Dis à ta grand-mère que les nouveaux vêtements te manquent, Émilie. Dis-lui que tu veux partir en grandes vacances comme tes amis. Fais-la culpabiliser. La petite fille avait été courageuse. Incroyablement courageuse. Elle m'avait protégée. Elle avait vu leur vrai visage, et elle avait choisi la vérité. Elle nous avait choisis. C'était ça. Le renversement de situation. La preuve dont j'avais besoin. Pas seulement pour les tribunaux, mais pour mon âme. Cela a renforcé ma résolution, affiné ma détermination. Il ne me briserait pas. Ni maintenant, ni jamais. La médiation était prévue pour une froide matinée de novembre. L'atmosphère était chargée d'une animosité tacite. Adrien et Sophie étaient assis en face de moi, le visage soigneusement impassible, leur avocate, un requin en costume coûteux. Ma propre avocate, une femme gentille et posée nommée Christine, était assise à côté de moi, sa main posée sur mon bras pour me rassurer. La médiatrice, une femme sévère aux cheveux gris, a commencé par les civilités d'usage, mais la tension dans la pièce était palpable. Adrien a commencé à parler, d'une voix douce, expérimentée, pleine d'une fausse inquiétude. « Maman, nous voulons juste ce qui est juste. Nous t'aimons, mais tu es visiblement malade. Ce n'est pas ce que papa aurait voulu. » Sophie a ajouté, les yeux écarquillés et innocents. « Nous sommes juste inquiets pour toi, maman. Nous voulons nous assurer que tu es bien soignée. » J'ai écouté, le visage impassible. Je les ai laissés tisser leur toile de mensonges, leur jeu d'inquiétude. Puis, quand mon tour est venu, Christine a simplement posé la tablette sur la table. L'enregistrement a commencé. Le son des voix d'Adrien et de Sophie a empli la pièce. Leurs paroles cruelles, leurs calculs cyniques, leurs tentatives de manipuler leur propre fille. Le silence est tombé dans la pièce. Un silence pesant, étouffant. Le visage de Sophie est devenu blanc. La mâchoire d'Adrien s'est crispée, ses yeux se sont posés sur son avocat, puis sur moi. Le masque était tombé. La vérité, crue et laide, était mise à nu. Ceci, ai-je dit d'une voix ferme et claire, chaque mot résonnant d'une puissance tranquille, c'est pour cela que j'ai fait ce que j'ai fait. C'est la vérité sur qui tu es. Mon mari le savait. Il a essayé de me protéger. Et maintenant, ma petite fille aussi. J'ai regardé Adrien droit dans les yeux. Vous avez préféré un brunch aux funérailles de votre père. Vous avez préféré l'avidité à l'amour. Vous avez instrumentalisé votre position de fils, de mari, pour infliger de la souffrance, pour prendre ce qui ne vous appartenait pas. Mais c'est fini. Je ne me tairai pas. L'héritage d'Antoine sera honoré. Et Émilie sera protégée. La médiatrice s'éclaircit la gorge. Madame, ces preuves sont convaincantes. L'avocat d'Adrien et Sophie tenta de contester, de discréditer l'enregistrement, mais il était trop tard. L'atmosphère était clarifiée. La vérité avait été dite. Le rapport de force avait fondamentalement changé. Ils avaient perdu. Et ils le savaient. La médiation s'est conclue par un accord clair. La confiance accordée à Émilie serait maintenue. Il n'y aurait plus de bataille juridique. Plus de menaces. J'avais repris le contrôle de moi-même, non pas en criant, mais par une vérité silencieuse et inébranlable. Je les avais affrontés, armés de leurs propres mots, de leur propre cruauté. Et j'avais gagné. Non pas une victoire de vengeance, mais un triomphe de vérité. Des années ont passé depuis cette froide journée de novembre. Les cicatrices demeurent, légères mais visibles. La douleur de la trahison ne disparaît pas complètement. Mais elle s'est adoucie, transformée. Elle est devenue un rappel de force, de résilience. Émilie a grandi. Elle s'est épanouie. Elle est devenue tout ce qu'Antoine avait espéré, tout ce pourquoi je m'étais battu. Elle est allée à l'université, a étudié l'histoire de l'art, une passion que nous avons découverte, qu'elle partageait avec son grand-père. Elle m'appelait toujours
me rendait visite, m'apportait des petits cadeaux de ses voyages. Notre lien s'est approfondi, enraciné dans une expérience partagée, dans une compréhension silencieuse qui transcendait les mots. À 22 ans, elle a accompli quelque chose de vraiment remarquable. Elle est venue à moi, les yeux brillants de détermination. « Grand-mère, dit-elle en me prenant les mains, je veux changer de nom. Légalement. Je veux prendre ton nom de jeune fille. Pour t'honorer. Pour honorer papa Antoine. Pour créer notre propre héritage, fondé sur la vérité, et non sur le mensonge. » Mon cœur se gonfla. Des larmes de joie cette fois, ruisselèrent sur mon visage. « Émilie, murmurai-je, ce serait le plus grand des honneurs. » Et c'est ce qu'elle fit. Émilie Antoine. Un nouveau nom, un nouveau départ. Elle a choisi de vivre près de chez moi, dans un petit appartement à quelques rues de l'Ancien. Nous partageons des repas, des promenades au parc, des histoires. Elle redonne à ma vie une énergie vibrante et douce, une chaleur qui me rappelle Antoine. L'appartement, autrefois empli du fantôme de l'absence d'Antoine, vibre désormais de la joie tranquille de notre nouvelle famille. Une famille forgée non par le sang, mais par le choix, par la vérité, par l'amour qui a résisté même aux tempêtes les plus sombres. Je me rends encore sur la tombe d'Antoine. Je lui parle encore, je lui parle d'Émilie, de la paix que j'ai trouvée. Je lui dis que sa lettre, celle qu'il n'a jamais envoyée, a fini par trouver son chemin. Elle est devenue mon épée, mon bouclier. Et elle m'a aidé à protéger ce qui comptait le plus, non pas la richesse, ni la vengeance, mais l'intégrité, l'amour et l'héritage silencieux et puissant d'un homme bon. Le soleil se couche maintenant, projetant de longues ombres dorées sur les rues familières de Paris. Je suis assise près de la fenêtre, une tasse de tisane me réchauffant les mains. Je regarde Émilie rentrer chez elle, sa silhouette se détachant sur le ciel crépusculaire. Elle s'arrête, lève les yeux vers ma fenêtre et me fait signe. Je lui fais signe en retour. Les pièces vides ne sont plus si vides. Elles sont emplies de la douce lumière d'une aube nouvelle, de la force tranquille d'une histoire retrouvée. Je suis une survivante. Je dis la vérité. Et dans le rythme paisible de cette vie tranquille, je trouve ma paix. Le voyage n'est pas terminé, bien sûr. La guérison est un processus continu. Mais je ne suis plus hantée. Je suis justifiée. Et je suis libre. L'air est pur. La tempête est passée. Et le bourdonnement silencieux de la ville à l'extérieur de ma fenêtre n'est plus un son d'absence, mais une berceuse de paix. Une chanson de chez soi.